Bonjour Philippe Darrazon. Bonjour Charlotte. Alors avant de nous occuper des journées de la mer, c'est la raison pour laquelle vous êtes là principalement ce matin, on va parler un peu de l'actualité brûlante, le remaniement ministériel avec la création d'un ministère de la mer pour Annick Girardin en tant que présidente du cluster maritime. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi je dis bravo. Je dis bravo, forcément, d'avoir un ministère dédié à la mer. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important pour le monde maritime, dans son ensemble, français et globalement français. Pour nous, ici, c'est également important, puisque Annick Girardin, on a souvent travaillé, je parle du cluster maritime, avec Annick Girardin ces dernières années en tant que ministre des Outre-mer. Et le fait qu'elle porte le ministère de la mer, je crois que c'est une suite intéressante par rapport à ce qu'elle a déjà initié dans le cadre de ses fonctions précédentes. Donc, très très bien. Très très bonne initiative, Monsieur le Premier ministre. Pour ce qui est donc des journées de la mer, c'était hier, aujourd'hui il va y avoir la restitution, ça se passera ce matin. Quel est l'objectif de ces journées ? Ces journées de la mer ont été créées par le cluster maritime il y a maintenant 5 ans. Tout a commencé par des états généraux sur 2 jours qui ont permis de faire un état des lieux approximatif de l'état de la maritimité il y a donc maintenant 5 ans et a été suivi par 4 années successives de journées de la mer. Ces journées de la mer, c'est le rendez-vous annuel des professionnels de la mer, donc de tous ceux qui entourent le cluster maritime. On est actuellement à environ 90 membres au sein du cluster et c'est l'occasion pour nous d'échanger. D'abord, bien sûr, de discuter du bilan de l'année et des choses qui ont pu avancer ou pas d'ailleurs, mais également de faire un état des lieux de ce qui nous reste à faire et d'échanger à travers notamment des tables rondes qui permettent de mettre en commun des problématiques. Et c'est ce qui a été fait notamment hier dans la journée. Donc un grand rendez-vous annuel. Il était prévu cette année qu'on fasse à nouveau des états généraux pour refaire un point d'étape après 5 années. Et puis finalement, la crise sanitaire passant par là et la possibilité de faire venir des invités qu'on avait prévu d'inviter nous a conduit à revenir sur un format journée de la mer et on verra plus tard pour des états généraux. Et qu'est-ce qui a été dit du coup dans la journée d'hier ? Alors la première journée d'hier, bon, en dehors du bilan annuel du cluster, on a travaillé sur 3 tables rondes successives. Une, bien sûr, qu'on ne pouvait pas éviter sur les impacts du Covid-19 et l'après-Covid-19, si tant est qu'on puisse avoir une visibilité pour certains secteurs et certaines filières maritimes. Le deuxième table ronde, c'était sur les aménagements et les services associés en lien avec le tourisme et la plaisance. Donc là aussi, ça participait d'une dynamique de relance économique. Et enfin, une table ronde sur tout ce qui concerne les déchets dangereux du maritime, en passant bien sûr par la pyrotechnie, qui est un vrai problème en Nouvelle-Calédonie, donc des filières de traitement de déchets donc, qui ont été évoquées. Ces tables rondes, la synthèse, je ne peux pas trop vous en parler aujourd'hui, je n'ai pas pu assister aux 3. En revanche, elles ont été extrêmement suivies, puisqu'on a des tables rondes avec plus de 60 ou 70 personnes qui ont pu s'exprimer. Et donc, on fera une restitution en fin de matinée aujourd'hui. Et dans l'après-midi d'hier, on a pu avoir trois gros sujets qui ont été abordés. Un premier sujet en atelier donc sur la mise en place d'un observatoire des pêches lagonaires, qui est une opération orchestrée par le Fonds européen de développement qui concerne les pays du Pacifique d'une manière générale, donc avec une vraie problématique à mettre en place sur la pêche lagonaire et côtière, et notamment en Nouvelle-Calédonie pour nous. On a ensuite parlé d'innovation, en invitant donc le pôle innovation de la Décale, et sur scène on a pu avoir donc 5 startups qui sont carrément bien impliquées dans le domaine de l'innovation et dans le maritime, ce sont des membres du cluster maritime notamment. Donc quelque chose qui a pu montrer la dynamique et le souhait qu'a le pays de pouvoir pousser en avant l'innovation et notamment dans le domaine maritime. Et enfin, on a terminé par un sujet à gros enjeux puisqu'il s'agit du profond, l'analyse et les enjeux du profond. Qu'est-ce que le profond chez nous, c'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir en dessous de 700 mètres, qu'on ignore, qu'on ne connaît absolument pas et sur lequel il y a actuellement des réflexions qui sont menées sur l'intérêt d'aller explorer, c'est-à-dire aller voir ce qu'on a réellement, avant éventuellement de décider quoi que ce soit. Autrement dit, la démarche était vraiment de montrer que avoir un patrimoine aussi fabuleux que celui de la Nouvelle-Calédonie, ça méritait d'aller voir ce qu'on en avait. Le mettre sous cloche, c'est peut-être la solution, mais avant de prendre toute décision, on a des outils maintenant et confions le soin aux scientifiques à travers des observatoires, notamment marins, sous-marins, d'aller nous dire ce qu'on peut trouver dans des grands fonds et comment ces fabuleuses ressources pourraient être mises au service de la santé ou d'autres pour pouvoir donc mettre en place des choses qui permettront peut-être aux 11 milliards d'habitants que la planète va connaître dans quelques années de pouvoir répondre à certains besoins.
À 7h07, vous êtes bien sur la première, l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Philippe Darrazon, le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Le standard est ouvert, vous pouvez poser toutes vos questions au 258 Charlotte Mestre. Philippe Darrazon, avant de revenir sur ces différents sujets, on fête aujourd'hui les 12 ans du classement du lagon calédonien au patrimoine mondial de l'UNESCO. En quoi ce classement, cet anniversaire s'inscrit dans vos activités et dans le domaine d'activité du cluster? Alors pour être tout à fait honnête, le cluster maritime est un regroupement d'entreprises et de professionnels. Donc on parle de l'économie maritime. Le classement au patrimoine mondial et des lagons est quelque chose d'extrêmement important que nous suivons, mais je dirais malheureusement d'un petit peu de loin, puisque le monde économique est peu ou pas associé du tout à cette gestion-là. Et justement, au même titre que pour le parc naturel de la mer de Corail, nous plaidons à une association un peu plus forte du monde économique, ne serait-ce que pour étudier, travailler ensemble sur des solutions à mettre en place, sur des zones qui sont par exemple sur la zone côtière ouest, avec beaucoup d'activités économiques et touristiques, mais malheureusement peu d'implication du monde économique. Donc je dirais que c'est un bel anniversaire, parce que réellement on a un patrimoine fantastique et qu'on arrive à très bien préserver, puisque les résultats sont très bons sur la conservation. Et maintenant nous plaidons plutôt pour une ouverture de la gestion de ces espaces-là, pour avoir vraiment un partenariat avec le public, privé, qui fonctionne de manière efficace. Mais vous pouvez comprendre la méfiance des instances environnementales. Quand on parle d'économie, on parle souvent d'exploitation et ça peut faire peur. Ça peut faire peur, tout à fait, et on lutte contre cette peur-là. Un des maîtres mots du cluster maritime et de ses adhérents, c'est qu'aucun développement économique ne peut maintenant s'envisager sans qu'il y ait une dimension environnementale forte, à laquelle on a rajouté systématiquement sur tous les projets maintenant une dimension sociale ou sociétale qui doit être absolument imbriquée au développement économique. Ne pas faire de développement économique quel qu'il soit sans avoir pris en compte, surtout en Nouvelle-Calédonie, la dimension environnementale et sociale. Et donc c'est vrai que sur la gestion donc de nos lagons, il y a beaucoup d'opérations qui sont menées en partenariat, notamment avec, par exemple avec les autorités coutumières, et on voit ça d'un très bon œil parce que forcément tous les projets doivent pouvoir s'inscrire dans une dimension sociale. Donc l'une des principales tables rondes d'hier, c'était la crise de la Covid-19 et son impact. Il y a quelques mois, vous évoquiez le tourisme de croisière en disant qu'il fallait qu'on change de modèle pour ce tourisme-là. C'est quelque chose qui a été amené dans les réflexions. Ça se maintient pour le reste aussi ? Je crois qu'il y a le tourisme de croisière, la croisière de masse avec des gros bateaux, etc. Je crois qu'on gère déjà pas mal en Nouvelle-Calédonie cette croisière-là, surtout dans les îles où les gens qui sont aux commandes ont depuis des années déjà mis des freins au nombre d'escales, au nombre de passagers, etc. Et mes propos il y a quelques mois étaient plutôt de dire comment peut-on associer un autre type de croisière à cette croisière de masse, et notamment en cherchant des croisières un petit peu de niche, des croisières justement tournées vers l'environnement, avec des compagnies avec des petits bateaux, avec très très peu ou pas du tout d'impact environnemental. C'était plutôt un complément. Et je crois que la croisière telle qu'on l'a vécue ces dernières années en Nouvelle-Calédonie était réellement correctement traité, et qu'il faut simplement trouver aussi d'autres voies maintenant, et pourquoi pas justement développer une croisière de niche avec des compagnies comme le Ponant par exemple, qui a des bateaux de plus petite taille et sur lesquels on est complètement capable de gérer tous les impacts qui pourraient en découler. Concrètement, quels sont les impacts que vos membres vous ont fait remonter de cette crise sanitaire ? Très franchement, la table ronde que j'ai pu en plus animer hier sur le Covid-19 et sur l'après-Covid-19 laisse la plupart des acteurs, d'abord pour certains complètement sinistrés, donc c'est clair, tout ce qui est la partie touristique, il n'y a aucune visibilité. On a également parlé beaucoup de problèmes d'exportation, notamment pour la partie aquacole ou les pêches. On parlait des exportations de bêches de mer, etc. Donc avec des secteurs et des filières qui sont complètement à l'arrêt pour l'instant, et sur lesquels, en gros, la réflexion se porte sur trouver des nouveaux modèles, certes, développer, je dirais, de la consommation calédonienne, de tourisme, de plaisance, ou de nos produits, etc. Oui, mais dans une certaine limite. Et ce qui ressortait hier, c'était qu'il y avait vraiment une visibilité qui était extrêmement réduite et personne n'a su
très honnêtement, autour de cette table, apporter des réponses à l'après-Covid pour l'instant. Tout le monde a envie de se remonter les manches parce que ce sont des entrepreneurs et qu'ils ont décidé de chercher des moyens de s'en sortir. Mais là, pour certaines filières, c'est encore beaucoup de la survie. Et jusqu'à la fin de l'année, les 6 mois qui arrivent seront extrêmement difficiles si rien ne change dans notre environnement. Et comment, en tant que cluster, même en tant qu'entrepreneur, dans ce cas-là, on arrive à quand même continuer à porter des projets, à les mener à bien, alors qu'il y a une visibilité qui est quasi nulle? Alors, c'est pas dans tous les secteurs, hein, c'est pas dans tous les secteurs, dans toutes les filières. Si on parle de la filière touristique qui est la plus impactée, la croisière, les opérateurs touristiques, on a eu des échanges très intéressants hier avec notamment les îles Loyauté et les associations qui gèrent la répartition des escales, qui ont donc perdu la totalité de leurs revenus. S'ajoute à ça, je dirais, les problèmes de surproduction, de denrées qui sont, etc. Et donc avec des entrepreneurs qui ont investi dans des transports, dans des guides, dans des randonnées, et sur lesquels, je dirais, pour l'instant, ils commencent à travailler sur des packages touristiques locaux, de manière à pouvoir utiliser tout ce qu'ils ont pu mettre en place en apprenant avec des touristes étrangers pour pouvoir faire bénéficier les touristes locaux. Donc il y a quand même des choses intéressantes qui sortent, mais il y a quand même une immense inquiétude si la situation devait perdurer des mois ou voire encore jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution? Pour l'instant, clairement identifié, il y a plein de petites pistes, mais par contre des choses qui puissent remplacer, je dirais, le niveau économique qu'on avait avant la crise, non, pas encore. Ce qui est ressorti aussi des discussions d'hier, c'est l'annonce de la création d'un comité maritime à venir. Qu'est-ce que ça doit être et à quoi ça doit servir? C'est le point, à mon avis, le plus important de ce que le cluster maritime souhaite mettre en avant. On a pu mettre en avant des gros problèmes, entre guillemets, de gouvernance de la mer en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on a un projet maritime, ne serait-ce qu'au gouvernement, on a 4 interlocuteurs. On a 4 membres du gouvernement qui ont en charge chacun de leur côté des portefeuilles, je dirais, qui concernent la mer. Ensuite, on s'adresse aux provinces, qui chacune est compétente dans son domaine. Les communes également ont également des zones de compétences, notamment sur le littoral et la bande des 300 mètres. Et on se rend compte que beaucoup de projets, même s'ils sont excellents, sont des projets qui ont une dimension pays et sur lesquels on ne peut pas imaginer mettre en place des choses soit dans le sud ou dans les îles ou dans le nord sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Donc on plaide depuis déjà plusieurs années pour la création, je dirais, d'une gouvernance de la mer qui soit claire et simplifiée et en tout cas pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs du maritime sur des projets communs, des projets pays. Et ce qu'a annoncé Thierry Santa hier en ouverture de nos journées, notamment la création d'un comité maritime, c'est exactement ce qu'on plaide depuis un bon petit moment pour pouvoir justement essayer de réunir des acteurs dans le même sens et non pas, je dirais, dans des compétences, mais dans une envie de créer ensemble. Donc ce comité maritime annoncé pour le mois d'août est quelque chose qu'on appelait de nos voeux depuis longtemps et qui permettra, on en est certain, de pouvoir vraiment faire avancer des projets transverses parce que la mer, elle est seule et unique et elle est transverse en elle-même et donc il faut absolument avoir une réflexion commune sur ce sujet-là. Et comment ça fonctionnerait? Parce que on ne peut pas faire fi des différences de compétences et de la répartition des compétences. Donc du coup, quelle serait la mission du comité? La mission du comité serait, à mon avis, mais après je dirais c'est au gouvernement de mettre en place ça. Le cluster maritime sera bien sûr, et je l'espère, associé complètement à l'animation de ce comité, ne serait-ce qu'en alimentant sur les différents sujets qui nous paraissent des sujets d'importance et qui sont des sujets transverses. Après, comment ça peut fonctionner? Simplement si chacun apporte ses compétences et au service de la communauté maritime. C'est-à-dire que il est important que les uns et les autres gardent leurs compétences. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se dire, quand on a 3 codes de l'environnement, par exemple, un par province, est-ce que sur certains domaines, ces codes ne peuvent pas être harmonisés de manière à ce que, je ne sais pas, un pêcheur puisse avoir une lecture complètement claire de ce qu'il doit faire, ne pas faire en fonction des provinces, etc., mais qu'on ait une manière de fonctionner. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'en gardant des compétences, on peut quand même travailler ensemble et bâtir quelque chose en commun. Cette nécessité de gouvernance commune, ça se retrouverait aussi dans un plan de gestion des espaces maritimes? Là également, oui, c'était quelque chose d'important de mettre en place des outils transversaux en appui aux politiques publiques. En Nouvelle-Calédonie, il nous manque, par exemple, on en parlait un petit peu tout à l'heure, une gestion intégrée des zones côtières, une planification spatiale marine, c'est-à-dire réellement avoir les outils. On a une planification à terre, on est capable de créer des PUD, mais je dirais là aussi un plan d'urbanisme directeur de la mer. Donc, ça serait quelque chose d'extrêmement important de manière à ce que tous les acteurs aient les outils, la vision claire de ce qu'ils peuvent
ne peuvent pas, et en tout cas ne pas avoir par la suite de surprises sur des aménagements qui n'étaient pas prévus. Donc ça, c'est des outils transverses dont on doit se doter et qui permettront ensuite justement de pouvoir avoir un œil avisé sur l'évolution justement de toute la maritimité, de savoir si on va dans le bon sens, si les politiques publiques sont efficaces, etc. Donc des outils communs au service des projets. Et il y a encore beaucoup de sujets à aborder, mais hélas, on est pris par le temps. Juste pour terminer, le livre bleu dont on parle depuis plusieurs années, qui doit permettre justement de mettre sur papier toutes ces idées, toutes ces lignes directrices. Où ça on est? Alors, livre bleu, le cluster maritime n'est pas tout seul, hein, avec ses membres, avec ses membres associés, en élargissant, a pu élaborer, je dirais, un état des lieux de ce qu'est la mer en 2020. Voilà. Et partant de ça, on a pu donc maintenant élaborer des pistes d'action et des sujets qu'on peut porter sur la table. Donc on doit remettre au gouvernement d'ici le mois d'août la version bêta, hein, etc., de ce livre bleu pour ensuite justement identifier des pistes et que ces pistes soient portées au comité stratégique dont parlait Thierry Santa, de manière à pouvoir travailler sur ces sujets-là. On a de la sensibilisation, on a de la formation, on a la valorisation du vivant, on a le développement d'activités touristiques à mettre en œuvre, on a une transition écologique à porter à travers nos projets, on en parlait tout à l'heure, on a des infrastructures maritimes qui nous manquent et qui pourraient vraiment apporter une autre dimension à la Nouvelle-Calédonie maritime qu'il faut mettre en place. Il faut revoir de la fiscalité mer. Enfin, il y a plein de sujets comme ça qui ressortent du livre bleu, qui est en finalisation et qui donc seront apportés à ce comité stratégique maritime, de manière à ce que ensuite les institutions puissent s'approprier ces sujets-là et les faire avancer avec le cluster maritime. Philippe Darrazon, président de ce cluster maritime, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci Charlotte. C'était l'invité de la matinale.